Mesdames et messieurs, bonsoir. Évolution du temps aidant, il faut repenser le système éducatif, mieux l'innover. Afin de faire face aux exigences sociales, économiques et même professionnelles, l'école a besoin d'une réforme profonde. Les questions éducatives sont d'une grande importance pour l'invité de ce soir. Consultant international en sciences de l'éducation, il est également président de l'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. C'est d'ailleurs sous cette casquette qu'il vient d'organiser à Yaoundé le premier colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Titulaire d'un PhD en sciences de l'éducation, il est enseignant à l'Université de Montréal au Canada. Spécialiste des questions sur les APC, entendez approche par compétence. L'hôte de ce soir est né en 1975 à Bangou, c'est dans la région de l'Ouest du Cameroun. Il est marié et père de 2 enfants. Le professeur Justin Ngoya, je prononce bien, est assis dans le fauteuil rouge ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Oriane et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. J'ai juste brossé quelques aspects de votre biographie. Je pense que vous êtes mieux placé pour vous présenter. Oui, je pense que vous avez fait le tour. Tout d'abord, je suis ingénieur informaticien où je me suis spécialisé en réseau informatique avec les certifications Microsoft aussi à la clé. J'ai aussi suivi quelques cours de Cisco avec quelques certifications également. Et par la suite, j'ai fait N2SS, un diplôme d'études supérieures spécialisé en technologie de l'information et de communication, pour revenir finalement à la gestion, où j'ai fait un MBA en gestion où je me suis spécialisé en gestion de projet. Et c'est finalement, j'ai fait un master en sciences d'éducation avec un certificat de 2e cycle en enseignement postsecondaire, pour finir avec un PhD en sciences d'éducation. Pourquoi sciences de l'éducation ? Ce Sciences terme-là revient. Oui, sciences de l'éducation parce que c'est là vraiment, c'est l'élément déclencheur. Les sciences d'éducation sont, à mon avis, au cœur de tout. Là. Ils sont au cœur de tout. C'est les sciences d'éducation qu'on développe les méthodes, qu'on développe les approches qui doivent être utilisées dans les différentes disciplines. Vous valorisez bien l'enseignant? Absolument. L'enseignant, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment valoriser parce que si on est président, si on est ministre, si on est n'importe quoi, si on est médecin, si on est avocat, on est tous passés entre les mains d'un enseignant. Donc des personnes à valoriser. Absolument. Alors le professeur est en vacances au Cameroun, il est juste de passage? Oui, je suis venu au Cameroun. Cette fois-ci, je suis régulier, mais cette fois-ci, c'était premièrement pour organiser ce colloque scientifique international sur l'innovation pédagogique de développement professionnel. D'ailleurs, le thème, c'est les enjeux de l'approche par compétences en milieu éducatif et professionnel. On aura le temps de revenir là-dessus. Alors, après le bac, vous partez du Cameroun pour le Zimbabwe. Tout à fait. Vous qui êtes spécialiste des questions des sciences de l'éducation, est-ce que vous pouvez comparer les 2 systèmes éducatifs? Oui, disons déjà ici, pour que les internautes, ceux qui nous écoutent en ce moment, puissent mieux cerner, au Cameroun, nous sommes un peu chanceux, on a les 2 systèmes, le système anglo-saxon et le système francophone. Le Zimbabwe, c'est le système anglo-saxon, où cette approche par compétence est déjà presque intégrée, parce que l'étudiant vraiment est amené à faire le travail. L'enseignant au Zimbabwe sait que son rôle, c'est beaucoup plus de planifier l'enseignement, d'amener l'étudiant à se développer. Son rôle, c'est de le responsabiliser. Bon, contrairement au système beaucoup plus francophone, excusez-moi de dire cela, qui est beaucoup plus basé sur l'approche classique, où l'enseignant très souvent va beaucoup parler, etc., expliquer des choses, etc. Bon, dans le système au Zimbabwe, l'accent est vraiment mis sur l'étudiant. L'étudiant est au cœur de son apprentissage. Alors vous partez d'un système francophone, je suppose que vous avez eu un cursus francophone. Tout à fait. Intégrer un système anglo-saxon, est-ce que ça a été facile la transition? Au contraire, je dirais que j'ai quitté là, pour repositionner ce que vous venez de me dire, j'ai quitté d'une zone clairement hostile, je vais le dire, d'une zone clairement hostile pour me rendre dans un terrain purement fertile. Parce que si je trouve mon envol, c'est au Zimbabwe que je trouve mon envol. J'arrive, avant de quitter, j'ai quelques mois, j'ai suivi des cours d'anglais au centre pilote
pendant quelques mois. J'arrive au Zimbabwe, mon père adoptif, à l'époque diplomate, il estime que c'est pas suffisamment avancé. C'est en ce moment-là qu'il me fait encore suivre des cours d'anglais. Des cours d'anglais sur place. Oui, accéléré de 4 mois. Et c'était parti. Donc j'ai toujours été parmi les meilleurs, sans toutefois, il faut être honnête. Donc on quitte d'un système francophone, d'un système hostile, dans un terrain Pourquoi vous dites hostile? Hostile parce que c'est pas évident. Ici, très souvent, on cache les examens à l'étudiant. L'étudiant ne sait même pas sur quoi est-ce qu'il va composer. Mais j'arrive dans un milieu où du coup, on me dit, vous allez avoir un examen, ça va se passer, voici comment ça va se passer, voici les critères de correction, voici... Pour moi, c'était impressionnant. Est-ce que ce n'est pas faciliter le travail? Est-ce que ce n'est pas... Il faut un peu éprouver aussi la connaissance le psychique de l'étudiant, de l'élève. Oui, mais vous savez, quand on parle de l'approche par compétence, ça vise à faire quoi? Amener l'étudiant à être autonome, à être compétent. Donc, logiquement, il ne doit pas avoir de pièges. Donc, ça veut dire que l'étudiant doit être suffisamment formé, suffisamment outillé pour faire face à l'examen qui lui sera proposé à la fin de son programme de formation. Selon vous, au Cameroun, on piège? Ce n'est pas que selon moi, vous le savez. Le prof, très souvent, c'est en train de changer quand même un peu, parce que j'ai discuté avec des collègues. Depuis 2010, il y a quand même une nette amélioration, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Vous êtes également ingénieur en TIC. Comment vous passez de l'informatique à l'éducation? Oui, disons, quand j'arrive au Zimbabwe, je quitte vers les années 2000 pour me rendre aux États-Unis. Vous vous souvenez encore des fameuses années 2000 où il fallait changer. Bon, bref. Et du coup, comme vous dites, mon père adoptif, il me dit, écoute là, tu as fait l'informatique, mais il faudrait penser à un moment donné à associer les deux et être gestionnaire aussi. Parce qu'un gestionnaire qui sait aussi... qui a aussi les connaissances très avancées en informatique, tu vas être recherché partout. D'accord. Donc, il a beaucoup influencé sur mon parcours. Il revient beaucoup aussi dans votre parcours, votre père adoptif. C'est tout à fait logique. J'espère qu'il est fier de vous. Beaucoup fier, très fier, très fier. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'éducation? Dans l'éducation, c'est que j'ai fait mon secondaire au Cameroun. Et lorsque je vais au Zimbabwe, je vois comment les choses se passaient. Comme je l'ai dit tantôt, je n'étais pas aussi si brillant quand j'étais au Cameroun, il faut l'avouer. Mais du coup, j'arrive au Zimbabwe, je suis parmi les meilleurs. Je quitte le Zimbabwe, j'arrive aux États-Unis. J'ai commencé après le 11 septembre. Bon, il ne fallait plus rester là. La situation sécuritaire. Oui, papa m'a dit non, il faut que tu quittes, il faut que tu quittes ce pays-là, c'est un peu dangereux. Bon, voilà, je me trouve au Canada. Et je fais ce diplôme de deuxième cycle, le DSS en technologie de l'information et de communication. Donc, c'est partant de là que je me dis, bon, voilà, il doit falloir faire la gestion. Mais avant ça, je vois un MBA, j'ai discuté avec lui. Bref, il a beaucoup influencé sur mon parcours. D'accord. Mais pour un bon résultat, alors, je veux dire que vous avez quand même un parcours assez atypique, 43 ans déjà professeur. Quelles sont vos motivations? Ou alors c'est le terrain fertile du Zimbabwe? Comme je l'ai dit, bon, pour le parcours doctoral, ça n'a pas été facile parce que ça m'a pris 7 ans quand même. C'est pas évident, surtout en faculté de sciences d'éducation à l'Université de Montréal. C'est assez costaud, c'est même au-delà de l'école. Donc, ma motivation, c'est que pour parler de sciences d'éducation, pour venir dans mon pays où très souvent on met le diplôme devant, il fallait quand même aller jusqu'au bout. Donc, malgré la souffrance, malgré tout ce que je pouvais endurer, je me suis dit qu'il fallait en finir. Et je me suis rendu compte que j'apprenais vraiment. Et depuis 2010, je venais, j'ai discuté avec mes collègues enseignants, surtout qu'en ce moment-là, je travaille aussi en même temps comme conseiller pédagogique, j'ai aussi travaillé comme coordonnateur pédagogique. Et j'étais régulier au Cameroun depuis tout ce temps-là. Je causais avec les collègues enseignants, les animateurs pédagogiques, les inspecteurs pédagogiques, les doyens des facultés, etc. Du coup, je me suis rendu compte que vraiment, il y avait beaucoup de choses à faire dans mon pays. Et mon souhait était rapidement de finir avec ce PhD-là, de pouvoir m'impliquer. Et j'ai eu la chance d'être embauché au département où je dispense plusieurs cours. Et ce sont des cours de pédagogie qui s'adressent aux enseignants qui veulent enseigner au niveau
postsecondaire ou universitaire. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez-vous que si vous étiez resté aux États-Unis et pas au Canada, vous auriez eu le même parcours? Aux États-Unis, je ne pense pas que j'aurais pu aller beaucoup plus loin parce que j'étais déjà beaucoup plus focalisé. Moi, je voulais beaucoup plus me faire un peu des sous. Aux États-Unis, il ne faut pas se mentir, c'est une réalité parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui venaient jamais chercher. À New York, il y a beaucoup qui m'ont cherché, qui m'ont même proposé, ils appelaient à l'époque le H-1B visa, le visa H-1B visa. Donc, c'était pour les travailleurs. Bon, à l'époque, n'oubliez pas, j'étais certifié Microsoft. On n'était pas beaucoup. Et en même temps, j'avais fait une spécialisation en Microsoft Exchange, donc pour gérer les gros serveurs, etc. Vous étiez vraiment c'était en demande, oui, c'était en demande. Et il fallait, le choix n'a pas été facile, mais le 11 septembre a facilité votre départ des États-Unis. Effectivement. Alors, vous avez pendant plusieurs années été, vous l'avez dit tout à l'heure, conseiller pédagogique au niveau postsecondaire. Tout à fait. Et universitaire. Universitaire, Je veux bien comprendre. Postsecondaire, c'est... Qu'est-ce que c'est postsecondaire? Oui, disons, dans le système nord-américain, plus précisément, quand on parle des collèges, c'est le postsecondaire. Parce qu'il faut avoir le bac au niveau secondaire et faire 2 ou 3 ans dans les cégeps ou les collèges avant d'entrer à l'université. Mais en même temps, les 2 ou 3 années-là sont déjà comme, c'est un peu supérieur au BTS dans le système camerounais. Pour l'ancien français. Après le bac? Après le bac, oui. Vous avez une étape, comme une étape avant d'entrer à l'université? Oui, effectivement. Mais ça, c'est dans les zones, c'est pas dans toutes les provinces. Parce que je suis au Québec. Le Québec applique, le Québec, c'est un peu unique. Aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle les community college. D'accord. Donc, les collèges communautaires. Donc, quand les étudiants ont leur bac, ils peuvent directement aller à l'université. Ils peuvent aussi directement passer d'abord par ces collèges communautaires où ils font 2 ans, 3 ans dans certains programmes avant d'aller à l'université. Mais sauf quand ils arrivent à l'université, ils ne font plus le même nombre les cours sont crédités, mais ils sont beaucoup plus compétents. Et puis c'est des programmes plus solides qui forment l'étudiant la plupart du temps à aller directement sur le marché de l'emploi ou à aller faire des études plus poussées à l'université. Donc il y a 2 choix, 2 ans pour ceux qui veulent aller à l'université plus tard et 3 ans pour ceux qui veulent faire quelque chose de pointu. D'accord. Oui. Vous dispensez des cours de gestion de classe, des expressions assez peu communes au Cameroun. C'est quoi la gestion des classes? Est-ce qu'il y a des élèves assis, un professeur devant un tableau? Qu'est-ce qu'il faut gérer? Oui, disons, quand on parle déjà un professeur dans une salle de classe, ça veut dire c'est comme le président d'un pays. D'accord. Donc le président d'un pays doit falloir gérer, il doit falloir organiser les choses. Donc dans une salle de classe, c'est pas très différent. Donc il doit avoir des règles. Tout comme le président de la République doit fixer les règles. Il y a les lois qui doivent être respectées. Dans une salle de classe, on ne commence pas une classe, on ne va pas à l'aveuglette, on ne fait pas les choses sans planifier. Donc, dès le premier cours, l'enseignant doit suffisamment mettre en place des règles qui doivent être respectées. Il doit fixer les règles. Bon, maintenant, ce sont des règles de manière, il va fixer ces règles de manière démocratique ou de manière autoritaire. Démocratique. Est-ce qu'on fait la démocratie avec les élèves? Absolument. C'est la meilleure façon dans un contexte par compétence. Donc, il faut établir un certain nombre de règles et en s'appuyant, en regardant c'est quoi le profil de l'étudiant, d'où vient-il, c'est quoi les motivations, c'est quoi les intérêts. Alors, s'il y a les règles au niveau de la ponctualité, on va discuter ensemble. Quand est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que c'est bien d'arriver en retard? Si jamais j'arrive en retard, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'entre discrètement par la porte en arrière? Qu'est-ce que je fais? Si je dois être absent, qu'est-ce que je fais? Donc, il y a des points sur lesquels il faut s'attacher et signer même un contrat avec les étudiants et s'assurer vraiment que ce soit respecté. Alors, il n'y a plus de punition. En cas de non-respect, qu'est-ce que je fais? Il y a une conséquence. Il n'y a pas de punition. Tout simplement une conséquence. Si je ne fais pas telle chose, voilà, la conséquence c'est telle chose. C'est une façon jolie de... Absolument. Mais ça reste la punition. C'est une façon de le faire, mais ça marche très bien. En Amérique du Nord, ça marche très bien. Donc, un étudiant ne doit pas se plaindre parce que tout a été fait dès le début, les règles ont été fixées et il a signé un contrat.
Est-ce que là, c'est pas aussi trop, un peu, je ne dirais pas infantiliser les élèves ou les étudiants, mais c'est trop, c'est beaucoup caressé. Ça dépend de la façon dont il est fait. Parce que les étudiants, il faut les responsabiliser. Mais il ne faut pas le faire seul. Parce que, comme je dis, si c'est fait de manière démocratique, les étudiants sont encore beaucoup plus sévères que les étudiants. Les étudiants sont encore beaucoup plus sévères que les profs. Mais quand ils sont impliqués au moment de l'établissement de ces règles-là, les choses se passent très bien. Je dispense ce cours depuis 2010. Effectivement, à l'Université de Montréal. Tout à fait. Vous dispensiez aussi des cours sur la psychopédagogie et le développement des compétences. Oui. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de psychopédagogie de compétences, c'est un cours assez costaud qui s'adresse aux étudiants et aux personnes qui veulent enseigner au niveau postsecondaire et universitaire. Parce que développer des compétences, il y a des stratégies de développement de compétences. On ne se lève pas, on ne peut pas amener un étudiant à développer les compétences en lecture de la même manière qu'en mathématiques ou encore de la même manière que dans les cours de langue. Il y a des stratégies pour ça. Et à la fin de chaque cours, il faut savoir comment je vais amener l'étudiant à travers les situations, problèmes, à développer les compétences. Comment dois-je le faire? Donc ce cours est très important. Il faut aussi tenir compte, encore une fois de plus, des caractéristiques des étudiants. Qui sont ces étudiants-là? Parce que c'est de là que ça part. Parce que les années changent, les étudiants changent aussi. On ne peut pas non plus aller avoir les diapositives PowerPoint, développer des cours et faire la même chose chaque année. Donc on part toujours des étudiants et c'est en fonction de ce que des caractéristiques de ces étudiants-là qu'on peut maintenant savoir quelle stratégie on va mettre en place. D'ailleurs, il faut savoir que dans un contexte par compétence, l'enseignant, le rôle de l'enseignant est un peu similaire à celui du médecin. Dans ce sens que lorsque vous êtes malade, Oriane, vous vous rendez à l'hôpital, au dispensaire et tout, que fait le médecin, lui? Il pose des questions. Il pose un diagnostic. Donc, logiquement, quand il pose un diagnostic, vous ne pouvez pas vous dire au médecin, je veux que vous me donnez telle vitamine ou telle chose. C'est lui qui doit savoir de quoi vous souffrez. Donc, le rôle d'un enseignant dans un contexte d'approche par compétence, c'est notamment de faire cette évaluation diagnostique dès le premier cours. Et une fois que ce diagnostic est fait, il a les résultats. C'est à partir de ces résultats qu'il va savoir quelle stratégie il va utiliser. Et nous avons des outils. Durant le colloque qu'on a présenté dans certains ateliers. Et voilà. Donc, vous pouvez voir quelles compétences j'ai? Absolument. Donc, après... En fonction de mes outils. Je vais vous faire compléter cet outil d'évaluation diagnostique. Après l'émission, peut-être qu'on va... Oui, je peux vous faire. Oui, effectivement. Je peux avoir peut-être d'autres compétences. C'est certain, c'est certain. Alors, vous parlez aussi de la santé psychologique au travail, qui est un élément très important. Oui, c'est un élément très important. D'ailleurs, vous faites bien de le souligner. Parce qu'en Afrique et aussi chez nous au Cameroun, c'est un aspect qui est souvent très négligé. Bon, les Européens, il y a cela, les 10 dernières années, ils ont compris et ils mettent beaucoup l'accent là-dessus maintenant. Ils dépensent des milliards d'euros par année pour essayer de sensibiliser le personnel, pour essayer de sensibiliser les enseignants, pour essayer de rendre le milieu de travail un peu plus agréable. En Amérique du Nord, ça fait plusieurs années que cette thématique se discute quand même, mais ça reste toujours que très souvent les auteurs mettent l'accent plutôt sur la détresse psychologique au travail. Alors, quand nous parlons de bien-être psychologique au travail, ça veut dire que c'est l'aspect positif de ce concept de santé psychologique au travail. Et plusieurs recherches montrent qu'il y a quand même une adéquation entre le bien-être psychologique au travail et le développement professionnel. Si on n'est pas heureux? Oui, c'est-à-dire quand vous êtes heureuse, ça veut dire vous avez des capacités d'être beaucoup plus performante. Un bon rendement. Un bon rendement au travail. Donc il y a le lien, il y a une nette adéquation entre les deux concepts. Donc au Cameroun, il faut penser à ça. Dans le milieu, par exemple, ici, c'est assez agréable. Déjà, venez passer l'entrevue, nous appeler, on arrive. Vous avez la peine de venir nous saluer avec un sourire, etc. Ça compte. Ça compte. Donc ce sourire, rien que ce sourire-là, on voit déjà l'accueil, c'est chaleureux, etc. Ça a un impact significatif sur le rendement et même sur la façon dont la personne va s'exprimer. Parce qu'il se sent accepté, tout est agréable, il ne se sent pas menacé, etc. Il se sent à l'aise. Effectivement. Alors tout à l'heure, vous avez parlé
de l'enseignant qui doit tenir compte des spécificités des élèves. Oui. Est-ce que là, c'est pas donner trop de travail finalement à l'enseignant? Si ici nous avons les classes de 60, 70, comment faire si on a 70 cas? Oui, effectivement, c'est une question de classe pléthorique. Donc, on appelle ça des classes pléthoriques. D'abord, pour répondre à cette question, l'enseignant doit d'abord savoir c'est quoi son rôle. C'est quoi le rôle d'un enseignant? Pour lui, il doit s'assurer que l'étudiant puisse réussir à la fin de son année scolaire. De l'année scolaire, oui. Ça, c'est mon rôle, le rôle de l'enseignant. Alors, il doit mettre en place, pour que l'étudiant puisse réussir, il doit falloir qu'il mette en place des stratégies pour amener ces étudiants à réussir. Maintenant, il est bien vrai, les collègues vont se plaindre des conditions de travail, le salaire, tout ça. Ils ont raison. Mais en même temps, du moment où on a accepté enseigner dans la salle de classe, l'étudiant n'a rien fait de mal. Donc, l'étudiant, tout ce qu'il veut, c'est qu'on l'amène à développer ses compétences. Ouais. Donc, l'enseignant... Il ne veut pas savoir si vous êtes bien payé ou pas, ou si vous avez mal à la tête, si vous... L'enseignant a une certaine responsabilité. Oui. Donc, si on accepte enseigner, je ne dis pas que les conditions, que je ne déplore pas les conditions d'enseignement dans mon pays. Moi, je souhaiterais qu'on améliore les conditions davantage, les conditions de mes collègues. Je ne veux pas... j'ai une obligation de le dire, parce que je discute avec ces collègues-là au quotidien et je veux même faire le lien. Au Canada, j'ai tout à ma disposition, mais malgré tout, il y a certains outils pédagogiques que je n'utilise pas. Je peux me permettre d'acheter d'autres outils à la place, mais ce qui n'est pas le cas de mes collègues au niveau du Cameroun. Donc ça veut dire que oui, effectivement, il y a une certaine contrainte. Mais cette contrainte ne doit pas faire en sorte que l'enseignant, une fois dans la salle de classe, puisse punir l'étudiant parce qu'il y a cette contrainte. Du moment où j'accepte, malgré ces difficultés, ces contraintes d'être dans la salle de classe, je dois m'assurer que l'étudiant doit développer ses compétences. D'accord. Alors, je me rends compte que le mot pédagogie revient beaucoup dans votre cursus. C'est quoi? C'est la base? C'est le mot magique? Déjà, quand on parle de sciences de l'éducation, je me demande comment est-ce qu'on peut démêler les deux. Quand on parle de sciences d'éducation, le mot pédagogie entre là, parce que, comme je dis, j'ai travaillé comme conseiller pédagogique, coordonnateur pédagogique, où mon rôle, vraiment, c'est d'aider l'enseignant, c'est de pouvoir le former, que ce soit dans les niveaux postsecondaires ou à l'Université de Montréal. Je travaille là comme conseiller pédagogique, où mon rôle, notamment, c'était d'aider les enseignants au quotidien. Au niveau de leur évaluation, vous avez aussi donné des cours d'évaluation. Au niveau d'évaluation, je vais m'assurer si l'évaluation qu'ils donnent aux étudiants sont conformes. Parce que très souvent, l'enseignant peut dispenser des cours et dans une classe de 50, peut-être il y a 40 admis ou 45, vous avez dit c'est un bon résultat. Mais quand vous regardez l'évaluation qui a été remise à l'étudiant, il n'a pas amené l'étudiant beaucoup plus loin. Ce qui devait être évalué n'a pas été évalué. Et là, il y a un problème. Alors moi, j'enseigne. Est-ce que eux, ils apprennent-ils? Alors comment dois-je savoir que j'enseigne et ils apprennent? Comment dois-je savoir que j'enseigne? Ils ont moins développé les compétences qui ont été fixées au départ. Donc, c'est à travailler parce qu'il doit y avoir une certaine congruence entre ce qui est prévu et ce qui est évalué à la fin. Donc, en tant que conseiller pédagogique, je dois regarder ce qui est supposé être donné. Bon, ici, dans le cas du Cameroun, très souvent, je vois les syllabus. Bon, même si ce n'est pas suffisamment construit, si ce n'est pas des plans de cours, j'ai quand même des indices au niveau, ne serait-ce que de la cible d'apprentissage qui se situe là-dedans. S'il n'y a pas ces cibles, je vois quand même des objectifs qui sont énoncés. Alors, c'est quoi le niveau taxonomique de ces objectifs-là qui sont énoncés? Est-ce que les preuves certificatives à la fin que l'enseignant a concoctées, excusez-moi pour l'expression, pour donner aux étudiants, est-ce que le niveau taxonomique est quand même mesuré? Parce que très souvent, on va voir au niveau de ces objectifs où l'enseignant est supposé amener l'étudiant à analyser une certaine situation. Mais on va se rendre compte qu'à la fin, l'enseignant pose des questions de choix de réponse, les vrais ou faux, décrivez-moi ceci et cela. Là, c'est plus de l'approche par compétence. Parce que dans un contexte par compétence, il n'y a pas de point gratuit. Chaque point se mérite. Parce que quand c'est des questions de vrai ou faux, la probabilité, c'est de 50% d'avoir la bonne réponse. Là, il y a un problème. Alors, si c'est les questions de choix de réponse, très souvent, c'est 4 questions, c'est 4 choix de réponse. Ça veut dire c'est 25%. Donc, ça veut dire, sans avoir compris la question, l'étudiant peut s'en sortir avec des points, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas normal. D'accord. Vous enseignez beaucoup, hein? Vous êtes aussi
vous enseignez le perfectionnement de maître de temps en temps à l'université de Sherbrooke. C'est bien cela? Oui, disons que je suis personne ressource. Ah, d'accord. Je suis personne ressource dans le programme de perfectionnement des maîtres à l'université de Sherbrooke. Donc, chaque fois qu'ils ont besoin de moi pour venir dispenser les cours d'évaluation ou des cours de planification, parfois c'est cours de gestion de classe aussi, je vais dispenser ces cours-là dans des cohortes bien définies. Il s'agit des profs d'université, des profs qui parfois qui veulent aller enseigner au cégep, etc. Parfois, c'est des conseillers pédagogiques qui veulent aussi faire carrière dans dans carrière universitaire ou bien enseigner au niveau collégial également. Mais vous, c'est le perfectionnement. Le perfectionnement n'est pas, la perfection n'est pas de ce monde. Comment vous faites pour donner à apprendre la perfection aux gens? Disons, dans le programme de perfectionnement de maître, il y a des profs déjà qui enseignent. Ils veulent perfectionner, ils veulent mieux être outillés au niveau parfois de l'évaluation, de la gestion de classe que vous avez souligné tantôt. Parce que le fait d'enseigner à l'université, quand on est docteur, PhD, etc., on est chercheur. Oui, on n'a pas une réelle formation pour dispenser les cours. Oui, parce que quand on est au Canada, quand on est chercheur, je pense que c'est la même chose ici dans mon pays. Et quand on est PhD, on est docteur, ça veut dire on sait faire la recherche. Là, de ce côté-là, il n'y a personne qui peut dire le contraire. Mais par contre, pour enseigner, dispenser, donner un enseignement de qualité, il faut avoir suivi le cours de pédagogie. Si on n'a pas suivi le cours de pédagogie, peut-être avec l'ancienneté, peut-être avec beaucoup de lectures, etc., peut-être on parvient souvent à faire des choses, mais c'est toujours pas évident. Donc, de nos jours, quand on peut être un bon prof, il faut suivre les cours de pédagogie, même si peu importe le diplôme qu'on a. Il faut suivre les cours de pédagogie. Un peu comme celui qui connaît mais ne sait pas transmettre. Pas que celui qui connaît. Quand on est docteur, ça ne veut pas dire qu'on est docteur au niveau de la pédagogie. Oui. Un docteur qui n'a pas appris à évaluer. Alors, pour apprendre à évaluer, il faut suivre des cours d'évaluation. D'accord. Mais vous êtes aussi formateur des formateurs. Vous enseignez aussi en séminaire. Je veux comprendre. Formateur des formateurs, ça veut dire que ceux que je forme au quotidien sont déjà eux-mêmes formateurs. Donc, je les forme. Bon, maintenant, les cours de séminaire, c'est des cours qui visent vraiment à sortir, à rassembler tout ce qui est vu. Par exemple, les cours de séminaire de stage que je dispense. Par exemple, un enseignant qui arrive parfois, il va aller enseigner à l'université ou bien enseigner au niveau postsecondaire, comme j'ai expliqué. Après avoir suivi un ensemble de cours, il faut absolument qu'il se rende sur le terrain où il doit se mettre vraiment dans la peau d'un enseignant. Il doit participer aux réunions syndicales, réunions départementales. Il va corriger les copies, il va lui-même donner des copies en situation réelle, etc. Donc, ce sont ces cours de séminaire-là. Et ils vont être, je vais les rencontrer à plusieurs reprises pour m'assurer qu'ils ont vraiment tout réussi à coller tous les morceaux. Parce que durant la saison, durant leur parcours, ils ont suivi le cours d'évaluation, les cours de gestion de classe, les cours de planification. Et maintenant, il faut mettre le tout ensemble, en travaillant dans le milieu universitaire pour ceux qui veulent enseigner plutôt à l'université ou en milieu collégial. Collégial, c'est niveau postsecondaire. D'accord. Ce n'est pas le collège. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas le collège ici. C'est le niveau, l'étudiant a déjà le bac de chez nous avant d'entrer au collège. Et c'est pour ça que je préfère parfois dire postsecondaire. D'accord. Pour ne pas... pour ne pas confondre. Effectivement. Alors, selon vous, il faut repenser l'école. Pourquoi? C'est pas... On a une obligation. Nous avons une obligation. Je ne dirais même pas qu'il faut repenser l'école. Parce qu'il faut voir le tout sur un continuum. Avant, c'était l'approche classique ou l'approche traditionnelle. Je préfère classique pour ne pas trop blesser. Donc, l'approche classique. Dans cette approche classique, les choses allaient bien. Parce qu'on a réussi à former les ingénieurs, non? Oui, bien sûr. Mais pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, je vais revenir au niveau des caractéristiques. Alors, nos parents pouvaient croiser les bras vraiment et écouter l'enseignant, vraiment l'écouter et après appliquer ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas assez de distraction, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les enfants, ils naissent, ils sont déjà interconnectés. Oui. L'iPad, ils sont très connectés. Il y a beaucoup de sources de distraction. On s'est rendu compte à un moment donné que ces caractéristiques-là, ce n'étaient plus les mêmes. Après 20 minutes, c'est plus facile à un enfant d'aujourd'hui de se concentrer. Donc, ça veut dire qu'un enseignant parle pendant 15 à 20 minutes. Il faut qu'il laisse la place aux étudiants de s'exprimer. Sinon, ils n'écoutent plus. Alors, on est passé au niveau de l'approche par objectif. Alors là, c'était déjà quand même bien, où l'objectif est énoncé. On s'assure que cet objectif-là, à la fin, doit être atteint.
En faisant quoi? À travers les activités, à travers les situations, problèmes, et en s'assurant que l'évaluation soit quand même authentique. Mais sauf que ça demeure très morcelé. Et parfois, on ramasse les objectifs, à la fin, on fait une addition. Là, ça permettait vraiment à l'étudiant de ne pas atteindre les compétences, quand on se limite uniquement au niveau des objectifs. Oui. Parce que l'enseignement est morcelé. Alors, pourquoi je dis que l'étudiant ne va pas très loin? Parce qu'une compétence doit être complète et insécable. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas... l'enseignant, l'étudiant ne doit pas dire que j'ai déjà fait telle partie, l'autre, je fais telle partie, on combine le tout. Malheureusement, c'est ce que la plupart de mes collègues qui n'ont pas suivi les cours de pédagogie font souvent. Je vais prendre un exemple, parce que l'auditeur qui nous écoute actuellement veut bien savoir de quoi je parle. Bon, prenons le cas d'un pilote qui veut... vous êtes prof, vous voulez apprendre, vous voulez former les pilotes. Bon, pour piloter, il faut savoir décoller. Il faut savoir naviguer, il faut savoir atterrir. Oui. OK, considérons que ces trois-là, ce sont des compétences à développer. Décoller. Alors moi, en tant que prof, je dois m'assurer, je dois trouver des stratégies pour que mes étudiants tous sachent comment décoller. Décoller, oui. Il faut aussi que je trouve des stratégies pour les amener à savoir comment naviguer et aussi atterrir. Oui. Alors si maintenant, au niveau de l'évaluation, je considère que 30%, c'est savoir décoller, 30% c'est savoir naviguer et 40% savoir atterrir. Oui. Si c'est décoller et naviguer, d'après vous, est-ce qu'il est compétent? Non. Alors c'est dangereux. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Parce que les enseignants, très souvent, vont prendre, c'est pour ça que c'est morcelé. Il va prendre, décoller, il va évaluer. Après, ainsi de suite, à la fin, il va dire, bon voilà, comme j'ai déjà ça, je passe. Il réussit, mais il n'a pas atteint la compétence. Effectivement, effectivement. Alors, les 17, 18 et 19 juillet dernier, vous avez organisé à Yaoundé le premier colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. J'aimerais déjà comprendre le concept. Colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Essayez de nous expliquer cela. Oui, parce qu'on parle beaucoup plus des enjeux. Quand on parle c'est pas moi qui ai organisé. Je suis que le président de l'AIPDP, qui est l'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Donc, c'est une association qui est conçue des experts, des spécialistes canadiens, québécois, africains et camerounais, dont le but vise notamment à innover, à rester dans le cadre de l'innovation, à développer les compétences et à mener les échanges pour toujours être au parfum de ce qui se fait dans le secteur de l'éducation et de l'innovation. Qu'est-ce qui a motivé ce colloque-là, l'organisation de ce colloque-là? Oui, ce qui a motivé ça, c'est que c'est un constat que j'ai fait personnellement depuis 2010. Je suis très régulier au Cameroun, suite à mes échanges avec les collègues enseignants, les responsables dans le domaine professionnel. On s'est rendu compte que les étudiants, très souvent, ils ont des maîtrises, parfois c'est des ingénieurs, et ils se mettent toujours à chercher des stages. Je me suis posé la question, mais comment un ingénieur, il est supposé aller travailler, ou quelqu'un qui a un MBA, il est supposé aller gérer une entreprise, mais il est en train de chercher encore un stage. Alors, à la longue, je me suis rendu... Parce qu'il a eu trop de cours théoriques? Ils ont eu beaucoup de cours théoriques et ils n'ont pas le sentiment d'avoir la compétence. Donc, même si vous dites que vous allez les embaucher, ils ne vont pas accepter. Parce qu'ils comprennent quand même qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Donc, depuis 2010, je crois que j'ai perdu beaucoup de temps. Il est bien vrai que j'ai donné beaucoup de séminaires depuis 2010, mais pas à une échelle comme le colloque. Comme le colloque, oui. Où ça demandait la participation d'autres experts et non moi seul. Et donc, c'est donc depuis 2010 que j'ai eu, suite à ce constat, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Bon, et vraiment, l'élément déclencheur, c'est l'année dernière, suite au forum de la diaspora. Bon, c'est comme la diaspora ne faisait rien pour le pays, j'ai un peu senti ça, ou bien comme la diaspora ne faisait pas assez, disons-le ainsi. Je me suis dit, bon, voilà, il fallait partir à travers ce colloque-là, essayer d'abord de rassembler tous les personnes qui s'intéressent à la question de la pédagogie pour que, justement, on essaye de voir comment est-ce qu'on va procéder
pour pouvoir se développer également. Au niveau, et je me suis du coup dit, puisqu'il est question de l'approche par compétences, qu'il fallait vraiment cette concertation-là entre le milieu éducatif et le milieu professionnel. C'est-à-dire, c'est ce qui se fait au Canada, c'est ce qui se fait au quotidien. Bon, quand j'ai travaillé comme coordonnateur pédagogique, il y avait des moments où c'est les entreprises qui venaient dire, nous voulons un AEC, l'attestation d'études collégiales dans tel domaine. Nous voulons quelqu'un, un comptable, qui doit être capable de faire ceci. Alors, le programme, je développe le programme avec les experts contenus. Et on rencontre l'employeur, on dit, c'est ça que vous avez besoin? Ils disent, oui, c'est ce que nous avons besoin. Ou ah, ici, on a besoin de ça, des choses. Alors, les pédagogues, c'est nous qui développons ça. Donc, on ne peut pas scinder le côté éducatif du côté du milieu professionnel. Il faut les associer au moment de développer nos programmes de formation. Donc, ce colloque ne concernait pas juste les personnes du secteur éducatif. Il fallait aussi les entreprises. Les deux. Il y a les startups aussi qui étaient présents. D'ailleurs, je salue l'initiative d'un jeune Camerounais que j'ai personnellement vu. Et nous pensons à beaucoup de projets pour ces startups-là parce que j'ai beaucoup discuté avec mes collègues canadiens et québécois qui étaient sur place. Donc, il est possible que dans les mois à venir, que nous les invitons au Canada. D'accord. Alors, le colloque a reposé sur 3 axes. Oui, effectivement. Au niveau du colloque, il y avait 3 axes qui avaient été ciblés parce que c'est un colloque scientifique international. Dans le premier axe, nous avons notamment parlé de l'approche par compétences, parce que c'est de ça qu'il était question. Dans cette approche par compétences, dans cet axe-là, il fallait aussi parler des stratégies motivationnelles pour amener l'étudiant à se développer et à être autonome. Il fallait, pour finir à cet axe-là, nous avons fait un regard croisé, où il fallait regarder le système éducatif nord-américain, africain et camerounais. Oui. Bon, ça s'est terminé autour des tables rondes, que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié. Et tout se faisait à travers les communications orales, les ateliers pratiques, les présentations par fiche, où j'ai aussi beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de doctorants qui sont venus présenter dans ce colloque scientifique l'avancée de leurs travaux. Et tout s'est terminé sur cet axe-là par une table ronde qui a beaucoup duré parce que parfois on devait finir à 17h30, mais ça allait beaucoup plus loin parce que les échanges étaient très intéressants. Oui. J'aimerais quand même qu'on s'arrête sur quelques objectifs de ce colloque-là. Il y a un qui m'intéresse bien, dresser l'état des lieux en termes d'innovation pédagogique au niveau national et international. Qu'est-ce que vous avez constaté en dressant cet état des lieux? Oui, disons d'abord, si vous me permettez, parce que j'ai présenté le premier axe du colloque, je n'ai pas présenté les deux autres. Vous voulez présenter les deux autres, je vous le permets bien sûr. Oui, au niveau du deuxième axe, c'était vraiment l'adéquation formation-emploi. Je vais essayer de simplifier rapidement. Quand on dit formation, adéquation, formation-emploi, ça se comprend. Mais nous, on a voulu vraiment que les numériques soient au cœur. Parce que quand on parle des numériques déjà, les numériques font partie des compétences transversales. Oui, c'est le technicien en informatique Microsoft qui parle là. Oui, en ce moment, c'est normal. Oui, à ce niveau-là, nous avons fait, il y a la ministre du Bénin, l'ex-ministre du numérique, qui était là personnellement, et aussi le directeur de Bénin Télécom, qui était là pour enrichir cet axe-là. Nous avons fini justement avec le troisième axe sur la santé psychologique au travail, où on a essayé de montrer vraiment qu'il y avait un lien entre le fait d'être heureux et la performance ou le rendement au travail. Donc ça, c'était les 3 axes du colloque. Et aussi pour finir, pour dire qu'un enseignant qui est compétent, qui enseigne par compétence, qui fait tout normalement, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut qu'il soit psychologiquement en santé. D'accord. Il faut qu'il soit psychologiquement en santé. Vous dispensez ce cours-là également? Effectivement, oui. Et vous avez constaté que ceux qui sont venus ou alors dans vos entretiens, est-ce que tout va bien? D'ailleurs, je l'ai vécu durant... Expliquez-nous. Je suis arrivé au Cameroun, ça fait plus de 2 mois que je suis au Cameroun. Oui. Je l'ai vu dans nos bureaux. Donc, l'attitude, etc. J'ai vu les entreprises, je ne dois pas dire les noms ici, où juste le simple fait d'arriver à la réception, communiquer avec quelqu'un, peut dire oui, cette entreprise, ça va bien ou ça va mal. La façon, l'attitude, déjà au niveau de l'accueil, au niveau de... J'ai vu tout ça. J'ai vu tout ça. Donc, l'environnement, déjà l'attitude, c'est déterminant. D'accord. Ben, j'espère que vous leur avez donné quand même des pistes de solution. Oui, puisque je ne suis pas venu donner des leçons. Nous avons, on s'est assis, on a regardé la situation, on a échangé
Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça entre les pédagogues, entre les chercheurs. Il n'y a personne qui est là pour donner la leçon à personne. On est là pour discuter, pour échanger, pour trouver une meilleure façon de faire. Et c'était justement ça le but du colloque. Bon, pour répondre à votre question au niveau du bilan l'état des lieux. De l'état des lieux qui a été fait, l'état des lieux avait déjà été fait. C'est ce constat, les collègues du milieu, les collègues le savent déjà. Beaucoup de collègues enseignants m'ont rencontré pour me dire, pour confirmer ce que j'avais déjà vu. Donc le colloque, tout le monde sait. Résoudre ces problèmes-là. Tenter de trouver des solutions. Effectivement. Résoudre, c'est en 3 jours de travaux, c'est quand même audacieux. Donner des pistes quand même. Oui, donner quelques pistes. Et pour finalement former les leaders pédagogiques à travers les 10 régions de notre pays. Alors vous avez, quelles peuvent être les stratégies, alors quelles sont les quelques stratégies que vous avez avancées par rapport à ce que vous avez constaté sur le terrain? Oh oui, ce que j'ai constaté sur le terrain, il doit falloir absolument que dans chaque région du Cameroun, qu'il y ait un point focal de AIPDP. Bon, nous avons commencé déjà à mettre ces points focaux-là. Et à la tête de chaque point focal, il doit avoir un leader et plusieurs autres. Il doit avoir plusieurs leaders pédagogiques. Et avec qui on va travailler, nous allons travailler au quotidien, avec le numérique dont vous parlez depuis. Donc il y a des formations qui vont se faire et nous allons essayer vraiment de passer à travers tous les 10 régions. Bon, avant de partir, j'espère que ça va se faire parce que nous avons les antennes. Nous avons eu ce qui m'a encore... ce qui fait que je suis encore très content parce que le colloque a regroupé quand même les gens des 10 régions de notre pays. Et il y a beaucoup d'échanges qui ont été faits. Il y a beaucoup de personnes déjà, pour l'instant, je pense que j'ai 7 régions pour l'instant qui sont représentées. Mais le défi, c'est de pouvoir atteindre les 10 régions de notre pays. Un autre objectif, c'était élaborer les cahiers de charges pour la promotion de l'innovation pédagogique dans le système éducatif. Oui, avec ça, j'ai discuté avec la ministre, on dit ici la ministre ou le ministre? Oui. Parce que le Québec, le Canada, parfois je confonds les deux. Parce que si c'est au Canada, on va dire Madame la ministre. Bon, ici, parfois on va dire Madame le ministre, je ne sais pas trop. Non, ça se dit. Bon, j'ai rencontré l'excellence, Madame la ministre de l'Éducation de base. Bon, tout s'est bien passé, il y a quand même des choses qui sont dites, on a discuté, que d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié, et l'initiative également. Donc, dans ce que nous allons mettre en place comme formation continue, il y a beaucoup d'aspects dont nous allons tenir compte. Parce que le contexte est très important. Je viens du Canada, je suis un expert en ce qui concerne les approches par compétences. Dans ce contexte-là, bon, au Cameroun, je ne peux pas prétendre être un expert parce que je ne connais pas le contexte comme les autres. Donc, je suis amené à travailler avec les collègues sur place, à échanger sur les différents... sur la problématique. Donc, avec cette ministre, nous avons quand même regardé le tout. J'ai aussi travaillé avec Madame la ministre de Postes et Télécommunications. Madame Libom Libiquin. Effectivement, très dynamique. Et ce volet-là aussi a été énoncé. Donc, il est possible, je ne dois pas tout citer, que ce soit au niveau de l'école des postes et télécoms, avec le directeur que j'ai trouvé très motivé, etc. Au niveau de l'INJS, la même chose, très motivé. Au niveau de l'ENF, l'École nationale des eaux et forêts. Bon, c'est des personnes, j'étais très content de rencontrer ces personnes-là, parce que pour une fois, j'ai vu des personnes avec qui on avait presque la même vision, qui veulent vraiment le progrès, qui veulent que le Cameroun avance. Donc, il y a toutes ces pistes-là, des choses qui ont été ramassées, et je vais reformuler ça sous forme de formation professionnelle, formation continue, pour m'assurer avec les collègues qu'il n'y ait plus vraiment ce fossé-là, pour essayer de réduire ce fossé-là qui existe entre le système éducatif de notre pays et celui de l'Amérique du Nord. Selon vous, le fossé, il est énorme, nous sommes dans le noir? Disons, pour être honnête, notre système, il est bon. Il est bon, le système éducatif camerounais est bon, mais en tant que pédagogue, venant de l'Amérique du Nord, l'Université de Montréal, j'aimerais plutôt que la situation soit à l'inverse. Pour y arriver, il faut quand même... se faire violence, il faut aller beaucoup plus loin, il ne faut pas seulement dire oui, tout va bien et je reste tranquille. Non, il faut qu'on essaye de travailler fort parce que je suis persuadé que nous pouvons réussir à un moment donné à dépasser les pays du Nord parce qu'à l'Université de Montréal, je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui viennent d'autres pays. Aux États-Unis, quand j'y vais, là, je rencontre aussi, il y a des Africains qui sont là, qui occupent des postes importants. Il y a Harvard, HEC de Montréal, il y a des Camerounais, il y a des Africains partout. C'est pour ça que l'association regroupe cette expertise-là
Et je me dis, si on peut travailler vraiment ensemble avec ceux qui sont sur le plan local, je suis persuadé que l'émergence dont le chef de l'État en parle, là, on va m'atteindre avant 2035. Je suis persuadé. D'accord. Je voulais vous demander, est-ce que sur le terrain, vous pensez quand même qu'il y a de la ressource? Au niveau du terrain, il y a cette absence de formation, je vais le dire. Il y a cette absence de formation, je ne vais pas le cacher. Il y a cette absence de formation parce que les formateurs de formateurs ont aussi besoin d'être formés. Ils ont besoin d'être outillés, suffisamment outillés. Sinon, comment est-ce qu'ils vont former s'ils ne sont pas à jour? Ils ont besoin de ça. Et c'est quoi le profil? Je vais le mentionner ici. C'est quoi le profil des formateurs, des formateurs? Quels sont les critères de choix d'un inspecteur national? C'est quoi les critères? Sur quelle base? Donc tout ça va être questionné. Et si on veut vraiment atteindre cette émergence-là, on n'a pas le choix que de faire les choses bien. Parce qu'il s'agit de demande de compétences, il s'agit d'atteindre l'émergence 2035. Donc on a intérêt à faire les choses bien. C'est pour ça que bon, j'essaye avec la contribution de mes collègues d'apporter ma contribution qui ne se limite pas au Cameroun. Parce que l'AIPDP, ce n'est pas camerounais. C'est international, Oui. avec les antennes partout en Afrique. Bon, il est dernier, mais pas des moindres, hein, clarifier le rôle de l'innovation pédagogique dans le développement et la réforme des systèmes éducatifs. Oui, on a constaté au niveau des réformes. Je peux même, avant d'arriver au niveau de la réforme, on peut regarder le système LMD. Je ne dois pas trop m'attarder là-dessus. Non, allez-y. Oui, on constate que bon, les choses qui ont été faites, c'est issu du processus de Bologne. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je ne dois pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est un peu politique. Bon, je ne suis pas un politicien. Oui, c'est ça. Donc, le système a été fait, quand on parle de système LMD, ça a été fait pour... ça a été mis en place pour harmoniser le système éducatif européen, pour favoriser l'échange, la reconnaissance des diplômes, etc. Et essayer d'intégrer le standard nord-américain appelé approche par compétence. Mais avant de faire ça, ils ont suffisamment eu le temps de préparer le terrain, de faire l'état des lieux, de tout analyser. Bon, dans mon pays, je pense que ça allait beaucoup plus vite. Il faut le dire, ça allait beaucoup plus vite. Et les enseignants que j'ai rencontrés depuis 2010, que j'ai encore rencontrés durant le colloque, n'ont pas suffisamment été bien formés face à cette approche. Et quand nous-mêmes nous regardons maintenant au niveau du primaire et du secondaire, l'enseignant du primaire n'est pas quand même à la recherche de son identité professionnelle. On est d'accord, comme celui du secondaire. Oui. Mais qu'en est-il de celui des IPES ou celui d'université? De l'université. Il n'y a pas d'école de formation. Il n'y a pas de formation continue qui existe dans notre pays, à ma connaissance. Je n'ai pas vu. Non, pas. Alors, on devait penser à tout ça et mettre en place une école de formation, du moins formation continue. Donc, c'est un peu précipité, le CMLMD, ce n'est pas suffisamment bien intégré, à mon avis. Mais je pense que avec la formation continue, il est possible, parce que j'ai vu la volonté. Il y a des enseignants qui m'ont appelé, j'ai rencontré énormément d'enseignants, énormément de collègues durant ce colloque. Beaucoup m'ont appelé, parfois je dormais très tard, je suis encore fatigué. Je suis encore fatigué. Et j'ai rencontré beaucoup de collègues passionnés. Et j'ai même décidé de donner encore des conférences avant de partir. Donc je vais retourner à Yaoundé, je vais donner quelques conférences pour davantage répondre à leurs questions sur cette question de l'approche par compétence. Alors, est-ce que selon vous, les objectifs du colloque ont été atteints? Sur le plan scientifique, je ne peux pas demander mieux. Parce que tout ce qui avait été planifié a été fait. Et le retour est très positif, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau dans le secteur professionnel. Je ne peux pas attendre mieux. Mais par contre, il y a quand même un petit regret. Un petit regret. Mais je ne pouvais rien faire parce que ça ne dépendait pas de moi. C'est au niveau de la participation de certains. On a eu environ 350 participants pour le palais de congrès. Dans mon pays, 1500 et plus de places, et on a eu 350. Je me suis dit, on pouvait avoir mieux, avec près de 15 experts internationaux que j'ai fait venir du Canada, du Québec, d'Afrique et du Cameroun, avec les experts comme le Pierre Foncois, dans le domaine de la pédagogie, etc. Je me disais qu'il y avait des possibilités pour que toutes les personnes qui s'intéressent à cette question-là puissent participer. D'ailleurs, il y a eu beaucoup qui venaient encore du Bénin, qui venaient d'autres pays africains, qui étaient là.
Justement, pourquoi cette forte délégation béninoise-là? Parce que les participants sont venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, mais la participation béninoise a été vraiment remarquée. Effectivement, parce que déjà l'année prochaine, c'est le Bénin qui va organiser la deuxième édition de ce colloque scientifique international. Et aussi la Côte d'Ivoire va suivre avec la troisième édition. D'ailleurs, nous allons le faire de manière rotative à travers les pays africains. Mais je ne vais pas oublier le Cameroun, parce que chaque année, il y a des choses que je dois faire avec mes collègues. Même si le colloque aura lieu au Bénin, je suis en train de penser à un mini-colloque. Peut-être qu'il aura lieu au mois de novembre. Ça va se confirmer bientôt. Et cette fois-ci, les choses seront plus intéressantes parce que je le fais conjointement avec la chaire de recherche du Canada sur les numériques. D'accord. Donc, il doit y avoir du financement pour faire en sorte que les collègues puissent participer un peu de partout, gratuitement. Bon, peut-être la faible participation, c'était le premier colloque. Peut-être que les autres y vont répondre. Est-ce que, si je comprends bien, votre discours a été entendu par les pouvoirs publics? Oui, comme je vous ai dit, oui, ça a été entendu parce que j'ai reçu plusieurs coups de fil depuis le colloque. Bon, il y a certains qui m'ont appelé, j'ai reçu plusieurs coups de fil et les choses sont en train de se placer. Il y a aussi des regrets de la part de certains de n'avoir pas pris part. Et c'est aussi dû au fait que, n'oublions pas, cette période, au Palais des Congrès même, il y avait plusieurs autres mouvements qui se faisaient. L'arrivée de, je ne sais pas qui, de Malte. Ah, le grand maître de Malte. Le grand maître de Malte avait son arrivée. Il y a tout ça. Bon, ça a aussi perturbé. Mais 350 et un peu plus, je trouve que c'était assez parce que dans les ateliers, c'était plein. Mais j'avais l'intention de faire plusieurs ateliers de manière simultanée pour donner beaucoup de place aux autres personnes. Mais ça a été réussi sur ce plan scientifique-là parce que ce qui se fait au Canada, ce qui se fait aux États-Unis, un peu partout, nous avons reproduit quasiment presque la même chose sur place. Et comme j'ai expliqué au niveau des arts, chaque art, ça se terminait avec, autour de la table ronde où les participants pouvaient poser des questions sur ce qu'ils n'ont jamais osé poser. Et ça se terminait encore beaucoup plus tard parce que les échanges étaient... oui, les gens avaient des choses à dire. Oui. Je rappelle que le thème était « Enjeu de l'approche par compétences en milieu éducatif et professionnel ». On a bien compris que notre système éducatif a des problèmes et vous avez apporté quelques pistes de solutions. Oui, ici, il faut le résumer. Notre système éducatif marche bien, mais sur une échelle de bien, très bien, excellent. Donc, je souhaiterais qu'on se situe sur excellent. Même, bon, parfait, c'est difficile. Même le système éducatif canadien n'est pas parfait. Je ne peux même pas dire que c'est excellent. Ils sont seulement mieux que les autres. D'accord. Parce que je suis payé au Canada, parce que je passe mon temps à critiquer le système éducatif canadien. Donc, je suis valorisé parce que je critique. D'accord. Or, ici, chez nous, bon, il faut un peu faire attention, tout ça. Donc, il faut critiquer parce que si on ne critique pas, on n'avance pas. Alors, je veux savoir, est-ce que les sciences de l'éducation ont un lien avec le développement de l'Afrique? Absolument. Pour le développement de l'Afrique, il faut commencer à... les sciences d'éducation sont au cœur du développement de l'Afrique. Comment ça? Mais puis c'est à partir des sciences d'éducation qu'on essaie de trouver des stratégies pour former les ingénieurs, pour former les pilotes, pour former les gens partout, pour rendre, par exemple, les startups plus créatifs, pour amener les jeunes enfants à ne pas seulement étudier pour travailler pour quelqu'un, avoir ce sens d'entrepreneuriat. Le président de la République lui le parle dans son discours à la nation en 2016, où il parlait le plan triennal. Donc, ça vise vraiment à faire en sorte que les enfants qui sortent de l'école, non seulement qu'ils ne soient pas compétents, mais qu'ils soient capables, de créer quelque chose. D'être autonomes. Oui. Alors, vous êtes spécialiste, on va toucher le nœud du problème parce que approche par compétence revient toujours dans ce que vous dites. Vous êtes spécialiste de ces questions-là. Expliquez-nous concrètement, c'est quoi l'approche par compétence? Oui, tout au long, pour ceux qui m'ont écouté, ils ont sans doute déduit déjà c'est quoi l'approche par compétence. Oui. Ce que vous avez de faire là, c'est la pédagogie aussi, parce que vous m'avez amené, vous m'avez fait naviguer un peu partout. Et pour revenir, on m'a dit, OK, voilà, maintenant que nous avons suffisamment navigué, alors c'est quoi l'approche par compétence? Donc l'approche par compétence, c'est une approche pédagogique parmi tant d'autres. Mais cette approche par compétence vise d'abord, avant tout, à responsabiliser l'étudiant. Donc quand l'enseignant utilise cette approche,
ce n'est pas à lui d'être au cœur de l'événement. Oui. L'étudiant, c'est lui qui doit être au centre. Donc le rôle de l'enseignant dans une telle approche, c'est de faire. C'est-à-dire faire le travail. D'accord. Parce que le jour de l'examen, c'est pas, on ne voit pas les enseignants l'enseignant n'est pas là pour écrire l'examen. C'est l'étudiant. Donc il faut commencer à le former très tôt pour qu'il soit capable de se développer. Il faut l'amener très tôt, le mettre déjà dans des situations authentiques, lui donner l'occasion déjà de se tromper. Quand ça ne compte pas, il faut donner l'occasion de se tromper quand ça ne compte pas. C'est d'où les évaluations formatives formelles. C'est-à-dire? C'est-à-dire, pour que les internautes nous écoutent normalement, je prends le cas On va reprendre notre pilote? Non, pas du tout. Je prends le cas de l'équipe de soccer. Donc, on appelle ici football. De football. Au Canada, on appelle soccer. Bon, ici, prenons le cas du football. L'entraîneur, quand un match de football, ça dure combien de temps? Parce que tous les Camerounais vont écouter, ça dure 90 minutes, ça peut durer 120 minutes avec les prolongations. Avec les prolongations. Alors, un coach, quand il est au terrain, je ne pense pas que Samuel Eto'o-Fils, qui est en train de m'écouter actuellement, quand il va s'entraîner, il fait 120 minutes, il rentre chez lui. Non. Je pense qu'il commande d'abord peut-être parfois par les étirements. Les étirements, parfois dans les salles de gym, etc., avant de venir. Et quand il arrive sur le terrain, peut-être c'est après 90 minutes que le coach va dire, vous avez encore, qui va faire les deux camps, pour les faire travailler parfois à plus de 30 minutes. Il en est de même pour un boxeur. Un match de boxe, c'est 12 rounds. Je ne pense pas que le coach, lui, il vient vous faire 12 rounds rentrer chez vous. Il en fait un peu plus. Un peu plus, oui. Le prof ou l'enseignant, c'est la même chose. Donc, il ne peut pas, pour un examen, je veux dire, un prof dans un contexte par compétence. Il faut le préciser, oui. Il ne peut pas seulement venir, il vient vous mettre à l'épreuve seulement le jour de l'examen et vous faites l'erreur, on vous sanctionne. Donc, ça veut dire qu'il doit vous mettre devant des situations authentiques, vous permettre de faire les erreurs quand ça ne compte pas. Ici, on le fait quand même, mais ce n'est pas très bien fait. Il faut le dire encore, parce qu'il y a le bac blanc, par exemple, ici chez nous. Oui, il y a les examens blancs avant, avant le définitif. Mais cependant, il y a les étudiants qui passent l'examen blanc et échouent. Et ils échouent. Dans un contexte, c'est inadmissible, ce n'est pas possible. Parce que l'évaluation formative formelle, avant l'épreuve certificative, est parfois même plus complexe. Or, quand l'étudiant ne le réussit pas, il a le temps de corriger ses erreurs. Et l'enseignant a des stratégies pour l'amener à corriger ses erreurs, quand ça ne compte pas. Donc, c'est même ça la différence, le nœud même, au niveau de... Parce qu'un enseignant qui dispense le cours dans un contexte par compétence, peut même vous dire tous mes étudiants vont réussir. D'accord. Ou bien peut voir une épreuve et dire, si je donne ça là, je ne vois pas ce que un étudiant va rater dans ma classe. Parce qu'il connaît le niveau de ses étudiants à travers les évaluations, parce qu'il a suffisamment eu le temps de les mettre à l'épreuve et de pouvoir corriger les erreurs. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans un contexte par compétence. Mais est-ce qu'il y a souvent ce qu'on appelle l'humeur du jour? Il peut passer le bac blanc et pour l'examen proprement dit, il dort mal, il se réveille mal et il oublie peut-être quelque chose. Ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et dans un contexte par compétence, je vais le dire souvent, on ne note pas juste les résultats. D'accord. On note le produit, ce n'est pas juste le produit ou du résultat. Il y a le processus, il y a la personne déclarative derrière il y a le discours. On parle de 3P dans un contexte par compétence. Or, dans le contexte purement classique, on va nous parler juste de produit. C'est-à-dire l'enseignant vient... 3P? Oui, le 3P, c'est la personne. C'est-à-dire, quand vous démarrez, vous écrivez. Donc, on sent un raisonnement. Il y a la personne déclarative. Donc, on sent la personne qui est derrière cette réflexion qui est menée. Et à la fin, il y a le résultat. Or, ce résultat-là, dans le contexte classique, c'est ça que l'enseignant regarde souvent. Si vous avez raté, c'est un 0 qu'on vous colle. Mais dans le contexte par compétence, vous pouvez rater les résultats et avoir une très bonne note. Parce que le raisonnement est très bien mené. Mais à la fin, bon, peut-être manque d'attention, comme vous avez dit tout à l'heure. Il peut se tromper. Ou en tout début, il peut se tromper au lieu de mettre 7, il met 8. Mais il suit avec ce cheminement, le raisonnement est très clair, tout est parfait. Vous n'avez pas donné 0 à cet étudiant. Parce que vous sentez que le raisonnement est très bien mené, tout est correct. Donc, dans un contexte par compétence, on regarde tous ces différents éléments-là. Or, est-ce que l'enseignant camerounais qui est amené aujourd'hui à enseigner par compétence a été suffisamment outillé, formé pour avoir les grilles critériées? Parce que comment aller évaluer ces examens-là? Par exemple, ceux cette année-ci qui ont corrigé le BEPC,
Donc, on nous a fait comprendre que c'est fait par compétence. Est-ce qu'ils ont été formés même pour corriger ces épreuves-là? Parce qu'il y a les grilles critériées qui doivent être faites. Sinon, on ne peut pas se mettre à corriger un examen sans avoir des grilles critériées. Mais j'imagine que oui. Mais je n'ai pas encore eu le temps de discuter avec des personnes qui ont corrigé le BPC. Oui. D'accord. Ça veut dire que ce système-là n'est pas possible au Cameroun, ou alors il faut former d'abord les enseignants? Il faut recommencer la formation des enseignants, pardon. Oui, disons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde les enseignants du primaire, c'est ceux qui sont supposés avoir été formés selon les normes de l'approche par compétence. Oui. Quand on regarde ceux du secondaire, c'est la même chose. Ils sont supposés avoir été formés selon les normes de l'approche par compétence. Mais on ne va pas se voiler la face. C'est quoi le profil des formateurs de ces enseignants-là? On est d'accord, parce que pour être formateur des formateurs, il faut, selon l'approche par compétence, il faut avoir suivi les cours ou bien avoir des diplômes dans ce domaine-là pour être agréé, pour avoir ce qu'il faut pour dispenser cette formation-là. Moi, j'ai ce diplôme-là. Je ne donne pas ce quoi à l'Université de Montréal, pas parce que j'ai un doctorat, un PhD, non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai suivi moi-même ces cours-là et j'ai un diplôme qui me permet de former les profs. Alors, dans mon pays, ceux qui enseignent, qui forment à l'ENIEJ, à l'école normale, pour ceux qui sortent du secondaire et tout, il faut aussi regarder. Ou bien les inspecteurs nationaux, les IGE, tout ça. Alors, c'est quoi le profil? Il s'agit de l'éducation, il faut se dire la vérité. Ce sont mes collègues. Je ne suis pas en train de dire la vérité. Ces personnes avec qui on se rencontre, ils me disent les vérités. Que prof, écoutez là, ils me disent la vérité. Donc, il faut qu'on mette les moyens pour former ces profs-là, si on veut vraiment atteindre cette émergence 2035. Vous revenez beaucoup sur cette expression-là. Est-ce que l'émergence en 2035 a un lien avec l'approche par compétence? Je dirais que c'est même l'approche par compétence va être même au cœur de cette émergence. De cette émergence-là. Parce que imaginez, d'ici quelques années, on a beaucoup de start-up. Imaginez, d'ici quelques années, on n'a plus des chômeurs. Parce que les personnes sont capables de s'auto-employer, ils sont capables d'entreprendre, ils sont capables Donc les APC sont pour vous une réponse à la question chômage? C'est l'une des... Absolument. C'est l'une des réponses. Parce que imaginez, vous avez un enfant qui sort de l'école, il vous dit, maman, écoutez, je n'ai pas besoin de travailler pour telle personne. Il crée quelque chose. Vous serez très fiers de lui. Donc l'APC aussi, là, ça vise à rendre l'étudiant autonome, le responsabiliser. Alors, votre thèse, vous êtes titulaire d'un PhD, a porté sur l'étude des relations entre le développement personnel, professionnel des enseignants du post-secondaire et leur bien-être psychologique au travail. Oui. Vous allez nous repréciser, c'est quoi le lien? Oui, le but c'est quoi? Comme pour choisir l'objet de ma thèse, ça n'a pas été facile. Comme vous l'avez dit aussi, j'ai un profil un peu... assez atypique. Assez atypique, c'est vrai. Parce que je parle de l'informatique, gestion et éducation. Bon, en passant par l'intégration des TIC, technologie de l'information et de communication, certification Microsoft, Cisco, etc. Donc le choix n'a pas été facile. Je me suis dit dans un premier temps, est-ce que je peux faire un PhD dans le domaine de l'informatique? Je me suis dit, quelle serait vraiment la valeur ajoutée? Bon, je suis ingénieur informaticien, j'ai un DSS en technologie d'information et de communication. Je sentais qu'il devait avoir de l'apport, mais pas beaucoup. Bon, je me suis dit, bon voilà, je vais dans le domaine de gestion. Dans le domaine de gestion, je regarde le MBA, j'aurais fait des études de gestion, etc. Je dis, bon, un PhD, à quoi ça va servir? Donc, je ne voyais vraiment pas une valeur ajoutée vraiment très significative. Bon, du coup, je me suis dit, dans le domaine de sciences d'éducation, je voyais déjà au niveau de la pédagogie, purement pédagogique, je suis conseiller pédagogique, coordonnateur pédagogique, que ce soit au niveau postsecondaire ou au niveau universitaire. Alors, je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Dans un premier temps, j'ai défini l'intégration des TIC. Bon, j'ai vu, il y avait quand même quelques travaux qui avaient été faits, même au niveau de mon pays, même des travaux de ma collègue professeure Marceline de l'école normale, de l'école doctorale, de l'Université Yaoundé 1. J'ai regardé ça, donc finalement, je me suis dit, il fallait penser au développement professionnel de la personne. Et en discutant avec ma directrice de recherche, on a donc dit qu'il fallait associer un deuxième concept. Bon, comme elle est psychologue, etc., elle a pensé
dans un premier temps, à la santé psychologique au travail. Bon, moi, je suis quelqu'un de positif. Donc, là, quand on parle de santé psychologique au travail, on parle de... Il y a deux volets. Il y a la détresse psychologique au travail et le bien-être psychologique au travail. Bon, j'ai donc lu les articles où je suis venu discuter avec elle. Et du coup, je lui ai dit, la détresse, ça ne m'intéresse pas du tout. Elle m'a dit, pourquoi? Elle a dit, mais je suis là pour rendre les conditions de vie agréables aux personnes. Pourquoi elle veut penser que ça ne m'intéresse pas du tout? Et surtout, quand je regarde, la plupart des travaux portent que là-dessus. Et je ne vois pas les travaux qui portent sur ces deux liens-là, qui a cherché à faire le lien entre le développement professionnel. Les gens en parlent, mais il n'y a aucune étude empirique, aucune étude scientifique que je trouve sur la problématique. Effectivement, ça l'a raccroché. Elle a dit, oui, je suis d'accord, je vais te suivre là-dedans. Donc, c'est pour ça que je m'en vais vraiment chercher ce lien-là. Et effectivement, c'est une évidence. Parce que dans cette thèse-là, je ressors les profils. Vous allez voir les profils. Il y a les conscients fictifs, les conscients figés, les conscients actifs et les perfectionnistes. Donc, il y a plusieurs profils. Vous expliquez ce que ça veut dire. Donc, disons, dans ce temps, vous trouvez par exemple les perfectionnistes, ce sont des personnes qui sont positives. Peu importe ce qu'ils rencontrent comme problème, comme situation, comme difficulté, ça ne les dérange pas. Ils continuent à bosser. Et pour eux, ce qu'ils trouvent, ils partagent avec les autres. En passant, le savoir n'a de sens que lorsque ce savoir est partagé. Donc, c'est exactement ce que font ces perfectionnistes. Et par la suite, il y a des profils que j'ai pu répertorier. C'est des conscients actifs. Donc, c'est des personnes qui sont conscientes que c'est bien d'aller suivre des séminaires. C'est des personnes qui sont conscientes des enseignants, qui sont conscients que, bon, voilà, il faut se perfectionner, il faut suivre le colloque, ainsi de suite. Or, dans notre pays, combien de personnes vont encore suivre des formations? Il y en a très peu. Bon, maintenant, il y a les conscients mitigés. Ceux qui se disent, bon, voilà, est-ce que j'ai trouvé dans la recherche que, bon, voilà, oui, il faut... bon, il veut, il ne veut pas, ainsi de suite. Quand c'est son lieu de travail, parfois, il peut, par accident, il peut se trouver là-bas, il va suivre jusqu'à la fin, ainsi de suite. Donc, ils sont un peu mitigés. Et finalement, il y a ceux qui ils savent, ils sont conscients, mais ça ne les intéresse tout simplement pas. Ils sont juste là comme ça. Ils savent que c'est bien de se perfectionner, mais ils vont trouver tout le tas de raisons. Ils vont dire qu'ils sont brûlés, ils ont trop de choses à faire, ils ont dit cela, ils ne vont pas le faire. Et ça se voit. Donc il y a vraiment ce lien. Quand on voit ces personnes qui sont tellement stressées, ils ne s'en sortent pas, on sent que au niveau de leur développement professionnel, ça ne marche pas. Personnel et professionnel, ça ne marche pas. Mais pourquoi ne pas travailler aussi sur la détresse? Peut-être en trouvant les raisons, on peut aider ceux qui sont là-dedans, parce qu'il y a des gens qui sont dans cette détresse-là. Oui, effectivement, quand on fait une recherche, on va voir, comme j'ai vu, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de recherches qui ont déjà été faites au niveau de la détresse. On comprend déjà les raisons de la détresse. Alors, il faut se concentrer comment faire pour que celui qui est en situation de détresse, comment est-ce qu'il peut faire pour travailler dans un environnement adéquat, dans un environnement beaucoup plus harmonieux. D'accord. Donc, j'ai regardé les deux. Donc, maintenant, je suis dans un milieu soit au niveau de l'entreprise. Il y a des stratégies, les techniques que je vais donner aux entrepreneurs. Il y en a certains que je vais donner, donc même les résultats de ces thèses-là, ça mérite d'être opérationnalisé au niveau des entreprises. Alors, si quelqu'un n'est pas bien payé, quel que soit ce que vous allez lui dire, est-ce qu'il pourra être content? Parce que très souvent, il y a cet aspect rémunération-là qui déclenche la détresse. Vous avez raison, mais ça peut être, quelqu'un peut ne pas être bien payé et être valorisé autrement. D'accord. Le simple fait de passer dans notre pays, que se passe-t-il? Quand vous faites une erreur, peut-être votre patron va venir, il va le mentionner. Vous avez fait ceci, il va manifester qu'il n'est pas content. Oui. Mais tout le temps, vous faites aussi des bonnes choses, mais qui ne sont pas souvent soulignées. Alors, le simple fait de reconnaître ce que vous faites, la reconnaissance, tout simplement, c'est important. C'est important. C'est stimulant et vous avez le sentiment que ce que vous faites est reconnu et vous travaillez davantage. Et si ça donne la grosse tête? Il y a des stratégies. Il y a des stratégies, il y a le fait de se rencontrer, de demander ce qui ne va pas, de montrer qu'on est présent, de montrer que vous avez le sentiment d'appartenance. Que STV aussi, ça fait partie de vous, vous faites partie de tête de ci, de ça, pour l'instant. Donc, il y a ce discours et cette présence. Il y a des stratégies pour faire en sorte que le personnel soit motivé et qu'il parvienne à travailler sans compter le temps. Vous alliez dans vos formations informatique et éducation, dans votre façon de dispenser les cours? Bon, ça m'aide beaucoup aujourd'hui parce que mes cours sont en ligne, donc je suis déjà rendu au niveau de la pédagogie inversée que je fais dans mes cours. C'est-à-dire pédagogie inversée?
Oui, disons, on est déjà beaucoup plus avancé. C'est-à-dire, le prof aujourd'hui n'est pas celui-là qui va seulement prendre le micro et parler à longueur de journée et impressionner et parler bien. Un bon prof n'est pas nécessairement celui qui parle très bien. Mais l'art oratoire fait partie quand même de... Le professeur qui ne parle pas bien n'est pas captivant. J'ai dit nécessairement. Ah, d'accord. J'ai dit un bon prof n'est pas nécessairement celui qui parle très bien. Oui. C'est celui qui sait utiliser des stratégies de la meilleure façon possible, qui sait le faire, amener l'étudiant à travailler. Parce que c'est de l'étudiant qu'il est question. Donc, quand je parle de la pédagogie inversée, ça veut dire tout ce qui est théorique. Les étudiants, là, avant, je lui envoie ce qui est théorique. Oui. Et quand il revient, on a quelques minutes pour vérifier les concepts, si ce qui, cet aspect théorique a été suffisamment cerné. Si c'est le cas, on passe maintenant au niveau des exercices, aux travaux pratiques. On appelle ça en amérique du Nord pratico-pratique. Et à la fin, l'étudiant, il sort ayant appris quelque chose. Et ça se fait semaine après semaine. Tout ce qui est théorique, parfois, ça se fait souvent de capsules vidéo, où je vais expliquer un concept qui est un peu compliqué. Je vais suffisamment expliquer et envoyer cette vidéo à tous les étudiants. Ils doivent pouvoir le lire, écouter comme ils veulent, à tout moment. Et quand ils reviennent déjà, ils ont déjà cerné ce que veut dire. Je n'ai pas besoin de venir réciter ça pendant des heures et des heures. Là, le numérique entre vraiment en jeu. Tout à fait. Maintenant, dans notre contexte, vous avez vu, dans notre contexte, est-ce que c'est possible? Très possible. Je vais donner un exemple assez clair. Sinon, on va dire, je raconte n'importe quoi. Oh, allez-y. Alors, c'est quoi la probabilité? C'est quoi les statistiques des téléphones Android que les étudiants ont? C'est au moins 2. Oui. Ils ont au moins 2. Chaque personne a au moins 2 téléphones Android. Oui, au moins. Alors, c'est déjà un outil pédagogique. L'enseignant peut déjà se servir de ça. Il y a par exemple l'évaluation diagnostique qui peuvent se servir déjà de ça pour le faire. Ces capsules vidéo, ils peuvent le faire envoyer aux étudiants. Ils peuvent déjà le lire chez eux avec ça. Donc, il y a tellement de stratégies qui peuvent... Il faut qu'on arrête de dire que... Il faut seulement que l'enseignant accepte d'abord de s'intégrer dans cette approche. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'approche classique, il y a l'approche par objectif, l'approche par compétence. Aujourd'hui, déjà, nous sommes au niveau de la pédagogie inversée. Et pourquoi? Parce que tout, même ma fille de 9 ans, elle a son téléphone Android, elle a ceci, elle a l'iPad. Mais je lui dis ça, c'est pour travailler. C'est pas pour jouer avec ça. J'ai le temps, je connais le temps qu'elle a joué, je connais et j'ai mis les... Tout est contrôlé. N'oubliez pas que vous êtes ingénieur Microsoft et aussi que beaucoup d'enseignants ne sont pas up-to-date. C'est pour ça que je parle de formation continue. Il faut les former aussi en informatique, en numérique. Pas nécessairement en informatique, juste à l'intégration de quelques outils. C'est pas des choses compliquées. Donc on peut, même mon ami Simon Collin, qui est directeur de chaire de recherche de l'Université de Québec, lui, il n'est pas un informaticien, mais il est directeur d'une chaire, de recherche, il est directeur d'une chaire sur les numériques. Pourtant, il n'est pas un informaticien. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas confondre parce qu'il y a des applications qui sont faciles à utiliser. Et des applications qu'on peut facilement utiliser pour faire l'évaluation diagnostique et tout ça. En temps réel, même pour une question et savoir déjà, même dans les classes pléthoriques, on peut se servir des ordinateurs. Bon, tout le monde n'a pas l'ordinateur, mais déjà du téléphone Android. En temps réel, l'étudiant va voir, le prof doit voir que oui, beaucoup n'ont pas compris. Il doit prendre encore le temps d'expliquer avant de passer au niveau des exercices. Il y a des stratégies. D'accord. D'accord. Bon, on va sortir un peu des sciences de l'éducation. Hein. Qu'est-ce qui a marqué le professeur Justin Toya depuis qu'il est au pays? Quelle est l'actualité qui vous a marqué de façon brève comme ça? Bon, de façon brève, je vais d'abord revenir au niveau de la pédagogie. Vous l'avez dit que je souligne souvent. Je parle souvent de la pédagogie. Vous parlez très souvent d'ailleurs. Oui, c'est que j'aime ça. Et je suis passionné. Donc, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai été appelé par plusieurs inspecteurs nationaux, régionaux, beaucoup d'enseignants qui ont pris la peine de m'appeler. Quand ils ont suivi l'annonce du colloque, ils ont contacté le comité d'organisation. Beaucoup ont cherché à me rencontrer personnellement. Donc j'ai rencontré un nombre important de ces collègues-là, où on s'est assis. Ça m'a permis de mieux comprendre la situation de mon pays. D'accord. Et à ce côté-là, vraiment, c'est ce qui vient en tête. Bon, de deux, il y a le problème... je ne dirais pas le problème anglophone, il y a le problème qui touche les régions du nord de certaines régions de notre pays, bon, qui me marque. Bon, et sincèrement, je pense qu'il doit falloir qu'on trouve des solutions à cette situation-là. Bon, le troisième, c'est la CAN. Vous êtes sportif, vous êtes footballeur? Mais tous les Camerounais sont footballeurs. Tous les Camerounais sont footballeurs. Oui, vous croyez à une possible victoire du Cameroun si cette CAN est
se passe bien chez nous? Disons, nous, on est allé remporter ces cannes Ailleurs. Chez le voisin. Et je pense que chez nous, il va falloir conserver ce trophée-là. Et on dit souvent impossible n'est pas camerounais. Ah, ça. Même dans notre désordre, on parvient à faire de bonnes choses. Alors, comment est-ce que l'image du Cameroun est vendue du côté du Canada? Et comment est-ce que vous faites déjà pour vendre la destination Cameroun dans le pays où vous êtes actuellement? Disons, je suis l'un des premiers ambassadeurs de mon pays à l'extérieur. Tous les collègues sont venus, que ce soit les Canadiens, les Québécois, les Burkinabés, les Gabonais, Ivoiriens, ils savent que le Cameroun les dépasse sur toute la ligne. C'est pour ça, durant le séjour, je me suis assuré, j'ai pris toutes les dispositions pour que tous ces conférenciers, tous ces amis-là, qu'ils soient très bien logés. Et j'ai quand même eu assez de temps de les montrer de bons côtés du Cameroun pour garder cette image-là. Vous êtes allé avec certains à Bangou? Donc, je n'ai pas pu aller là. Oui, sur avec Bangou, oui. Je n'ai pas pu y aller. Mais avec tout ce que j'ai fait, j'étais trop fatigué, mais on a essayé de faire ce qu'on pouvait faire. On a essayé on était à Montfébé, on a touché des points quand même stratégiques, du moins du côté de Yaoundé. Et je reçois beaucoup de retours. J'ai reçu certains en famille pour qu'ils comprennent aussi comment la vie se fait au Cameroun. En famille, oui, effectivement, comment les gens vivent en famille, pas seulement rester dans le cadre de l'hôtel. Bon, j'ai eu de bons retours, et que ce soit les Canadiens parmi, les Québécois, les Africains d'autres pays, tous ont aimé et ils ont hâte de vivre la même chose au Bénin l'année prochaine. D'accord. Après le Cameroun, prochaine destination du professeur Ngoya? C'est le Bénin. Et la date est déjà retenue, c'est entre le 22 et le 26 juillet 2019. D'accord. Au Bénin. Après, votre séjour au Cameroun, vous êtes à mi-parcours, vous êtes déjà à la fin? Je suis en train de changer mon billet d'avion parce qu'il y a encore beaucoup de demandes, beaucoup de rencontres. Je vais être un peu pénalisé, mais je n'ai pas le choix parce que mon défaut parfois dans la vie, c'est que parfois je ne sais pas dire non. Quand je vois qu'il y a vraiment l'enjeu, il doit falloir à un moment donné que j'apprenne à dire non, que stop, c'est assez et tout. Donc il y a beaucoup de collègues qui m'ont appelé, ils sont intéressés, ils veulent vraiment des conférences et tout. J'étais fatigué, je me suis dit, bon voilà, il faut que j'arrête, il faut que je revienne. Mais ils ont beaucoup insisté, donc je vais encore donner quelques conférences. Avant de partir? Avant de partir, oui. Mais vous rentrez au Canada? Oui, je rentre directement à Montréal. D'accord. Professeur Justin Ngoya, c'était un plaisir de m'entretenir avec vous. C'est toujours un plaisir de venir dans votre studio. Alors, je vous souhaite bon retour au Canada. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. C'était entretien avec le professeur Justin Ngoya. Il est spécialiste des sciences en éducation. Bonsoir.